Voilà, la première partie que nous avons étudié ensemble, introduction à biologie, nous avons pris cellule, nous avons touché osmose, et dans la partie ça, nous allons toucher composition chimique de la matière et vitamines. S'il faut, nous sommes capables de tout rentrer dans la microbiologie. Si nous apprenons microbiologie, nous apprenons un système nerveux qui est un chapitre qui est plus ou moins résumé et plus que en microbiologie. Et pour nous capables de au moins 3 chapitres ça, ensemble. En allez. Composition chimique de la matière. La matière est composée de plusieurs substances chimiques. Et non, parmi 6 éléments, il y a cité 26 éléments. Mais il y a tant d'éléments chimiques. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'ensemble des substances qui constituent la matière. Il y a des substances minérales et il y a des substances organiques. Les substances minérales, ce sont l'eau et les sels minéraux. Et les substances organiques, ce sont les glucides, les lipides et les protéines. Les principaux éléments de la matière. Les principaux éléments de la matière, c'est le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et l'azote. Qu'est-ce qu'on entend par l'eau? L'eau, c'est une substance minérale la plus abondante de l'organisme. Vous connaissez que l'organisme humain est constitué de 65 à 70% de l'eau. Quel est le rôle de l'eau? L'eau joue le rôle de solvant, véhicule les substances et participe à la réaction biochimique dans l'organisme. Et régulateur aussi. Et quel est maintenant les sels minéraux? Les sels minéraux interviennent dans le bon fonctionnement de l'organisme et à la formation des os. Et ce sont les sels minéraux. Il y a le calcium. Vous connaissez, le calcium est très très efficace pour les os. Parce que ici, avec le calcium et l'ossification, maintenant, on ne peut pas avoir des troubles de l'ossification. Maintenant, les glucides. Les substances organiques. Dans les substances organiques, il y a les glucides, il y a les lipides, il y a les protéines. Les glucides sont des substances organiques tertiaires, ternaires. Forment de 3 éléments, le carbone, et l'oxygène et l'hydrogène. Quel est le rôle des glucides? Les glucides sont des aliments énergétiques utilisables. Oui, ce sont des aliments énergétiques. Ce sont les glucides. Maintenant, en première classe, c'est divisé les glucides. Les glucides se divisent en 2 classes. Il y a les oses et les osides. Les oses qu'on appelle encore sucre simple ou monosaccharides, ce sont des noms génétiques des glucides non hydrolysables. Ce sont les fructoses, les lévuloses et les galactoses. Et c'est ça qu'on appelle les oses. De formule C6H12O6. Avec formule chimique, il y a le fructose, il y a le lévulose, il y a le galactose. Ok? Il y a le glucose. Et ici, ça aussi ensemble. Le glucose, fructose, lévulose, galactose. Et dans la même formule chimique, c'est C6H12O6. Il y a deuxièmement les osides. Les osides sont des noms génétiques des glucides qu'on peut hydrolyser. Et là, on peut les hydrolyser. Ce sont des disaccharides. Il y a encore diholocides. Et là, il y aurait le saccharose, il y aurait le maltose, il y aurait le lactose. Et dans des formules chimiques, c'est 12H22O11. Il y a aussi des polysaccharides, les amidons, cellulose, glycogène et dextrine de formule C6H10O5. Parce que vous connaissez l'amidon. L'amidon, c'est le réserve glucidique des végétaux. Maintenant, il y a les lipides. Les lipides sont des composés ternaires. Ils sont formés de l'association d'un acide gras et d'un alcool qu'on appelle glycérol. Ils ont pour rôle la source de stockage et de réserve de l'énergie dans la cellule. En combien de classes se divisent les lipides? Les lipides sont divisés premièrement en glycérides, les lipides simples, en phospholipides et lipides complexes. Il y a des acides gras qu'on appelle glycérol. Il y a aussi l'acide phosphorique qu'on appelle H3PO4. Il y a les cétines, il y a myéline. Il y a aussi les stéroïdes. Les lipides sont divisés en stérols. Il y a des stérols des animaux. Il y a le stérol des végétaux. Maintenant, on dit que les stérols des animaux, qu'on appelle encore cholestérol, et les stérols des végétaux, qu'on appelle phytostérol. On a dit les cétines. Les cétines, c'est le lipide contenant dans le jaune d'œuf, très abondant dans le jaune d'œuf. Il y a myéline. Myéline, c'est le fluide abondant dans le système nerveux. Il y a le stéride. Stéride, c'est un liquide, c'est un lipide qui résulte de la stérification que vous aurez étudié avec votre professeur de chimie, la stérification d'un stérol avec un acide gras. On aura, pour les élèves de NESCAP, on aura à étudier la stérification avec votre professeur de chimie. Les protéines. Les protéines, ce sont des composés organiques quaternaires qui forment de l'assemblage de grand nombre d'acides aminés. C'est un polymère. Un polymère, vous aurez étudié avec votre professeur de chimie, la polymérisation. Vous allez savoir ce qu'on appelle le polymère.
Quel est le rôle des protéines? Les protéines sont des aliments plastiques. C'est un aliment plastique, des matériaux de construction des cellules. Ça, c'est le rôle des protéines. En combien de classes se divisent les protéines? Les protéines se divisent en acides aminés, des peptides et des protéines. Les acides aminés sont l'unité de base des protéines, sont des monomères des protéines. Et quand on dit acides aminés, on voit deux corps. On voit les acides, on voit les amines avec votre composé de chimie. Quand on parle d'acides aminés, ici, c'est un composé organique qui contient à la fois, c'est un composé organique qui contient à la fois une fonction des acides et une fonction des amines avec votre composé de chimie. Les peptides sont l'association de plusieurs acides aminés. Les dipeptides ou deux acides aminés, les tripeptides ou de triacides aminés. Et les protéines, ce sont des protéines formées de plus de 50 acides aminés. Et on les appelle les homoprotéines et les hétéroprotéines. Homoprotéines, protéines formées seulement d'acides aminés. Et hétéroprotéines, protéines formées d'acides aminés amis aussi des molécules non protidiques appelées groupements prostétiques. On distingue les aliments énergétiques, plastiques et catalytiques. Maintenant, ça, c'est les vitamines. Par exemple, à l'examen, on peut vous demander de définir l'amylase. L'amylase ici, c'est parce que quand on parle, il y a des sucres, il y a des sucres pour le glucose, il y a des sucres pour le saccharose, il y a des sucres permettant la fermentation, il y a des sucres aussi permettant la fermentation de l'amylose. Le sucre permettant la fermentation de l'amylose, c'est l'amylase. Le sucre permettant la fermentation du saccharose, c'est saccharase. Le sucre permettant la fermentation de maltose, c'est maltase. Pour lactose, c'est lactase. Et il y a le sucre permettant la fermentation du glucose, c'est zymase. Zymase, c'est le sucre permettant la fermentation du glucose. On va étamer les vitamines avec Ekman. Et le nom de Ekman, c'est celui qui a découvert les vitamines. Maintenant, les vitamines peuvent classer. Les vitamines, ce sont des substances organiques que l'organisme ne peut pas synthétiser, mais qui lui sont indispensables. Oubliez que l'être humain et les animaux, ce sont des êtres hétérotrophes. Et les végétaux, ce sont des autotrophes. Cela sous-entend que les végétaux peuvent fabriquer leur propre nourriture et les animaux ne peuvent pas fabriquer leur propre nourriture. Et c'est la raison pour laquelle on dit que les vitamines, ce sont des substances organiques que l'organisme ne veut pas synthétiser, mais qui lui sont indispensables pour la réalisation des réactions biologiques et son bon fonctionnement. Quel est le rôle des vitamines? Les vitamines, ce sont des biocatalyseurs qui accélèrent la vitesse des réactions biologiques. Ils servent aussi de coenzymes. Les coenzymes, nous avons réalisé apoenzymes et coenzymes dans les vitamines. Et donc, c'est ça le rôle des vitamines. Il y a différents types de vitamines. Il y a vitamine A, il y a vitamine B, il y a vitamine E, vitamine K, il y a vitamine C, il y a vitamine B. Mais il y a la classification des vitamines. En premier, le groupe se divise les vitamines. Les vitamines se divisent en deux groupes. Il y a les vitamines liposolubles, c'est-à-dire les vitamines qui sont solubles seulement dans les graisses, appelées les vitamines A, vitamine D, vitamine E, vitamine K, qu'on appelle ADEC. Il y a les vitamines hydrosolubles, c'est la vitamine qui sont solubles seulement dans l'eau, la vitamine B, la vitamine C, la vitamine PP. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par vitamine A? Mais ça, on a touché la vitamine A, il y a une différence entre hypoavitaminose, avitaminose et hyperavitaminose. Hypoavitaminose, c'est une carence en vitamine. Et avitaminose, c'est une carence totale en une vitamine. Et hyperavitaminose, c'est un excès de vitamine. Vous avez la vitamine A. La vitamine A est appelée encore azéophthol ou rétinol ou antizéophthalmique. Formule chimique, c'est C20H30O. C'est la formule chimique de la vitamine A. La vitamine A, c'est la vitamine de croissance et de la vision. La carence en vitamine A ou la vitaminose en vitamine A provoque des troubles de croissance, la baisse de la vision crépusculaire qu'on appelle héméralopie et la sécheresse de la cornée qu'on appelle la zéophthalme. Le corps a besoin d'environ 0,25 mg de vitamine A par jour. Quelles sont les principales sources de la vitamine A? Les principales sources de la vitamine A, il y a carotte, il y a tomate, il y a épinard, il y a abricot, il y a fromage, il y a œufs, jaune d'œuf, il y a l'huile de foie de môme, il y a poisson, il y a mangue, il y a aussi beurre et lait.
Ce sont les principales sources de la vitamine A. Deuxièmement, il y a la vitamine D. La vitamine D est appelée encore calciférol ou antirachitique. C'est la vitamine qui combat le rachitisme. Elle assure l'ossification, la croissance et le développement des os. La carence en vitamine D provoque le rachitisme et des troubles de l'ossification. Mais s'il y a plus de vitamine D, il y a une augmentation d'hormones et les vitamines. Quand les vitamines se manifestent directement dans les os, s'il y a une augmentation, ça va provoquer le gigantisme. Le gigantisme, c'est une maladie. On va voir ça dans l'étude des hormones. Il y a aussi le nanisme. Le nanisme, c'est encore une maladie. Et là, on va voir ça dans les hormones. Quelles sont les principales sources de la vitamine D? Il y a l'huile de foie de morue, il y a sardine, il y a jaune d'œuf, il y a lait, il y a fromage, il y a bain de soleil. Le corps a besoin d'environ 0,001 mg de vitamine D par jour. Mais il y a différents types de vitamine D. Il y a une vitamine D qu'on appelle ergocalciférol. Il y a une vitamine D qu'on appelle cholécalciférol. Ergocalciférol, c'est la vitamine D2. Et cholécalciférol, c'est la vitamine D3. La vitamine D2, qu'on appelle ergocalciférol, la formule chimique C28H44O. Et cholécalciférol, la formule chimique C27H44O. Maintenant, la vitamine E. La vitamine E est appelée encore tocopherol ou antistérélytique. La vitamine D ici, appelée encore antistérélytique, la vitamine E est appelée antistérélytique ou tocopherol. C'est de formule chimique C29H50O2. C'est la vitamine de la fécondité ou la fertilité. Elle protège la vitamine C et accentue sur le rôle de la vitamine A. La vitamine E provoque l'avortement et la stérilité. Maintenant, la carence en vitamine E, provoque l'avortement et la stérilité. Et quelles sont les principales sources de la vitamine E? Les principales sources de la vitamine E, il y a feuilles vertes, il y a les gemmes céréales, il y a l'arachide, pistache. Maintenant, ce sont les principales sources de la vitamine E. Le corps a besoin d'environ 0,025 mg de vitamine E par jour. On continue avec la vitamine K. La vitamine K est appelée encore anti-hémorragique. La vitamine K, c'est la vitamine qui intervient dans la coagulation du sang. La carence en vitamine K provoque l'hémorragie, le saignement du nez qu'on appelle épitaxie. Maintenant, quelles sont les principales sources de la vitamine K? Les végétaux verts, laitue, épinards, cresson. Le corps a besoin d'environ 1,8 mg de vitamine K par jour. Il y a différents types de vitamine K. Il y a vitamine K1, il y a vitamine K2, il y a vitamine K3. Vitamine K1 qu'on appelle encore phyloquinone, qui est de forme chimique C33H46O2. Et vitamine K2 qui c'est C41H56O2. Et vitamine K3 qui c'est C11H8O2. C11H8O2. Maintenant, on a terminé avec les vitamines liposolubles. On va attaquer de préférence maintenant les vitamines hydrosolubles. Les vitamines hydrosolubles, ce sont des vitamines qui sont solubles seulement dans l'eau. Premièrement, il y a vitamine C. La vitamine C est appelée encore acide ascorbique ou antiscorbitique. De formule chimique, C6H8O6. La vitamine C combat les infections, le scorbut. Elle augmente aussi la résistance à la fatigue, au foie. La carence en vitamine C provoque le scorbut qui est le saignement ou le gonflement des gencives. Et la carence en vitamine C aussi peut provoquer des infections. Peut provoquer la possibilité à des infections. Et donc, quelles sont les principales sources de vitamine C? Il y a citron, orange, chadec, cerise, raisin. Le corps a besoin d'environ 75 mg de vitamine C par jour. Maintenant, il y a vitamine B. Dès qu'on touche les vitamines B, il y a différents types de vitamine B. Il y a vitamine B1, il y a vitamine B2, il y a vitamine B3 et la vitamine B12. Maintenant, on va toucher directement les vitamines B1. La vitamine B1 est appelée encore antibéribérique ou antinévrétique ou anurine ou thiamine. C'est la vitamine qui combat la beribérie. Elle régularise le système nerveux.
La carence en vitamine B1 provoque la beriberi, des troubles au niveau du système nerveux qu'on appelle la dégénérescence du système nerveux. Maintenant, on parle de beriberi, on parle de vraiment de beriberi. Et là, ici, la beriberi ici, c'est quand il y a une dégénérescence au niveau du système nerveux. Et là, ici, les principales sources de vitamine B1, il y a gemme de riz, il y a le blé, il y a chou, il y a l'épinard. Le corps a besoin environ 1,3 à 1,5 mg de vitamine B1 par jour. Vitamine B2. La vitamine B2 ici appelée encore riboflavine ou lactoflavine, c'est 17H20 N4O6. C'est la vitamine d'utilisation nutritive, la croissance, la bonne vision. La carence en vitamine B2 provoque l'arrêt de croissance jeune, perte de poids adulte. Quelles sont les principales sources de la vitamine B2? Vitamine B2, il y a lait, il y a œufs, il y a foie, il y a rein, il y a cœur. Le corps a besoin environ 1,8 à 2 mg de vitamine B2 par jour. Vitamine B3. La vitamine B3 appelée encore niacine ou acide nicotinique ou antipélageuse ou PP ou nicotinamide. C'est la vitamine qui combat le pélag. Elle intervient dans le métabolisme des glucides. La carence ou la vitaminose en vitamine B3 provoque le pélag. Maintenant, le pélag ici, c'est l'ensemble des symptômes caractérisés par des troubles et la coagulation du peau. Et quand il y a des troubles au niveau de la coagulation du peau, ici la mélanine est touchée et ça va provoquer une mélanocytose. La mélanocytose. Et ici, la faiblesse musculaire et des troubles psychiques. Ça va provoquer des démences au niveau du système nerveux. Maintenant, ici, quelles sont les principales sources de la vitamine B3? Il y a viande, il y a foie, il y a oignon, il y a gemme de blé, il y a arachide, il y a aussi viande maigre, il y a volaille. Vitamine B3. Le corps a besoin d'environ 12 mg de vitamine B3 par jour. Il y a aussi vitamine B4 qu'on n'a pas trop parlé. Il y a vitamine B5, et très très important, qu'on appelle pantothénique. C'est la vitamine qui participe dans la synthèse du coenzyme A. Participe à la reproduction. La carence en vitamine B5, et non, c'est une carence partielle, peut provoquer partiellement le retard de croissance, des troubles de la reproduction, des dermatites, des blanchissements des cheveux et une grosse foie qu'on appelle l'acromégalie. L'acromégalie, c'est lorsque le foie est augmenté. Ok, c'est lorsque le foie est augmenté. Quand il y a une inflammation au niveau du foie, quand il y a une augmentation au niveau du foie, quand le foie aussi est inflammé, et là, ici, on parle de l'acromégalie. Maintenant, quelles sont les principales sources? La vitamine B5, gelée royale, levure, jaune d'œuf, foie, farine, bleu, noix, légumes. Le corps a besoin d'environ 13 mg de vitamine B5 par jour. Il y a vitamine B6 qu'on appelle pyridoxine ou pyridoxane ou pyridoxamine ou adhermine. C'est la vitamine de la formation de l'hémoglobine. L'hémoglobine que vous connaissez, la formation des globules. Elle intervient dans le métabolisme des lipides. La carence en vitamine B6 provoque des troubles neuromusculaires, des troubles cutanés et des troubles hyperkératose, de l'anémie des biens humains. Et ce fait, quelles sont les principales sources de la vitamine B6? Il y a le lait, il y a les lévure, il y a poisson, il y a sardine, il y a farine. Le corps a besoin d'environ 0,5 mg de vitamine B6 par jour. Il y a aussi la vitamine B8 qu'on appelle vitamine H ou biotine, qu'on n'a pas trop parlé. Mais il y a aussi vitamine B9. La vitamine B9 appelée encore acide folique ou folactine, soit acide folique ou folactine. La vitamine B9 ici, c'est la vitamine qui combat l'anémie. L'anémie, la carence en vitamine B9 peut provoquer une anémie, mais une anémie légère. On va faire la différence en différents types d'anémie. Il y a anémie légère, il y a anémie modérée, il y a anémie sévère. Maintenant, quelles sont les principales sources de la vitamine B9? Feuilles vertes, foie, orange, carotte, avocat, banane. La carence en vitamine B9 provoque l'anémie. Le corps a besoin de 400 mg de vitamine B12 par jour, de vitamine B9 par jour. Et nous allons passer directement avec les vitamines B12. La vitamine B12, ici appelée encore cyanocobalamin,
aux facteurs anti-anémiques, aux facteurs anti-pernicieux. C63, H90, N14, O13. C'est la vitamine de la formation des globules rouges. C'est la vitamine qui combat de l'anémie. La carence en vitamine B12 provoque de l'anémie sévère. Et dans quelles sont les principales sources de la vitamine B12? Et dans les principales sources de la vitamine B12, il y a feuille verte, il y a aussi riz décortiqué, il y a riz décortiqué. Et ici, c'est l'ensemble des vitamines en B12. Il y a carotte aussi. Et ici, qui a remonté nous, qui a nous et toute vitamine B12. On va parler rapidement du système nerveux. Le système nerveux ici, c'est le centre de contrôle, de commande de toutes les activités de l'organisme. Il y a des questions très sensibles à l'examen baccalauréat sur le système nerveux. On va voir ça. Le système nerveux est constitué de centres nerveux, des ganglions et des nerfs. Des tissus qui constituent de deux types de cellules, les cellules nerveuses ou les neurones. Et maintenant, les excitations et les cellules de la névroglie qui sont des cellules gliales non excitables. La neurologie, c'est l'étude de l'anatomie et la physiologie et de la pathologie du système nerveux. Il y a névroglie. Névroglie, c'est une partie de l'anatomie qui traite les nerfs. Il y a névralgie, c'est la douleur spontanée au niveau du trajet des nerfs. Il y a la névroglie, c'est un tissu qui est de soutien du système nerveux. Neurones ou cellules nerveuses, c'est l'ensemble de la cellule nerveuse et des prolongements. Les neurones, quand il y a un prolongement entre les cellules nerveuses, on appelle ça neurones. Les quatre parties constituant un neurone, c'est le corps cellulaire, l'axone, les dendrites et l'arborisation terminale. Le corps cellulaire, appelé encore péricaryon ou cyton, C-Y-T-O-N-E, appelé aussi soma. C'est la proportion du neurone qui contient le noyau. L'axone est appelé encore cylindriax ou prolongement cylindrique et allongé, permettant le passage des informations sous forme de pulsions électriques vers les organes. À l'examen baccalauréat, on peut vous demander d'établir la différence entre neurone et axone. Neurone, c'est prolongement quand il y a prolongement, et axone ici, et c'est quand il y a la transmission des messages et sous forme de pulsions électriques. C'est ça l'axone. Dendrite est appelé encore prolongement au cou, sont des prolongements fins qui reçoivent des messages nerveux et transmettent vers le corps cellulaire. D'après leur forme et leur fonction, les différents types de neurones sont: il y a neurones unipolaires, bipolaires, multipolaires. Il y a neurones sensitifs et neurones moteurs. Synapse, c'est la jonction, c'est le point de jonction entre les neurones, entre deux neurones. Lorsque deux neurones se rencontrent, on appelle ça synapse. C'est la jonction entre deux neurones. Les nerfs permettant la relation, c'est le centre nerveux aux parties de l'organisme. Ce sont des filaments composés de faisceaux, des fibres nerveuses liées au développement du tissu conjonctif qui joue endonerve et périnerve et épinerve. On distingue aussi des nerfs crâniens ou encéphaliques et des nerfs rachidiens ou spinaux. Le système nerveux comprend le système nerveux central ou névraxe et le système nerveux périphérique. Le système nerveux comprend l'encéphale. L'encéphale est la moelle épinière. L'encéphale, c'est l'ensemble des centres nerveux logés dans la boîte crânienne. Et le cerveau, c'est le siège. Ouais, c'est le siège des facultés intellectuelles. Pensée, mémoire. Et psychique, émotion, sentiment. Il contrôle toutes les activités volontaires. Il est divisé en hémisphères cérébraux et corps caille. Il y a le cervelet. Le cervelet est plus petit que le cerveau. Il contrôle et coordonne les mouvements et assure l'équilibre de l'organisme. Il y a le tronc cérébral, c'est la partie de l'encéphale qui est située juste au-dessus de la moelle épinière. La moelle épinière est appelée encore moelle spinale de 42 cm de long, 1 cm de diamètre. C'est une partie du système nerveux central se trouvant sous le tronc cérébral et contenue dans les vertèbres formant la colonne vertébrale ou rachis. C'est aussi le centre des réflexes. On distingue deux renflements cervicales, le cervical et le lombaire. La partie inférieure de l'encéphale est le bulbe rachidien. C'est quoi le bulbe rachidien? C'est le renflement de la partie supérieure de la moelle épinière
et qui est important dans la respiration. La moelle épinière, c'est la partie du système nerveux central contenue dans le canal rachidien, faisant suite à un bulbe rachidien et qui se termine à la deuxième vertèbre lombaire. On a parlé de arc réflexe. Arc réflexe, c'est le trajet suivi par le message pour donner des réponses motrices directes à un stimulus sans généralement passer par le cerveau. Il y a le réflexe. Le réflexe, on appelle toute action involontaire ou automatique sur laquelle l'individu n'a aucun contrôle. On appelle ça réflexe. On distingue deux types de réflexes. Il y a réflexe inné et réflexe conditionné ou acquis. Réflexe inné, appelé encore réflexe naturel, ce sont des réflexes qui font partie intégrante du patrimoine héréditaire de l'individu, liés inséparablement et nécessairement à la constitution de l'organisme et répondant à un excitant stimulus. Le réflexe acquis ou conditionné avec Ivan Pavlov, qu'on appelle encore le pavlovien, ce sont des réflexes acquis par habitude ou par apprentissage. Vous savez, il y a différents types d'apprentissage. Il y a apprentissage méthodique, il y a apprentissage par tâtonnement. Le stimulus. Les stimulus, ce sont des facteurs qui déclenchent la réaction du système physiologique ou psychologique. Les réflexes innés sont simples. Quand il y a interaction entre deux neurones, moteurs et sensitifs, et composent quand les deux neurones sont connectés par des neurones intermédiaires. Différence entre réflexes innés et réflexes acquis. Réflexes acquis, ils ont des difficultés à obtenir. Ils sont fragiles, temporaires. Ils sont individuels. Ils sont dépendants du cerveau. Et réflexes innés existent dès la naissance. Ils sont permanents, spécifiques à l'espèce et spécifiques aussi au bulbe rachidien et la moelle épinière. Tout à l'heure, on a parlé de Ivan Pavlov. C'est Ivan Petrovich Pavlov en 1903. Il s'est pas venir avec la salivation. Quand le chien est salivé. Et il y a aussi les réflexes innés. C'est grâce avec Ivan Pavlov. Et c'est la raison pour laquelle on appelle ce réflexe-là le pavlovien. Le plus fameux de réflexes étudié est celui du réflexe salivaire chez le chien. Avec Ivan Pavlov, avec votre professeur de philosophie, on va avoir plus d'explications sur le fait de saliver chez le chien. Tous les mammifères possèdent un réflexe salivaire inné. Sa sécrétion de la salive est déclenchée au contact de la nourriture avec les papilles gustatives de la langue, puis à la vue ou à l'odeur de la nourriture, ce qui est déjà un réflexe conditionné. Il y a aussi une différence entre, quand on parle de réflexe conditionné et le behaviorisme, toujours avec Ivan Pavlov, est un contact selon lequel l'objet de la psychologie est exclusivement limité aux données observables et vérifiables du comportement. Les stimuli sont hormones. C'est une hormone hypophysaire qui stimule le fonctionnement des glandes endocrines. Il y a différents types de glandes. Il y a les glandes endocrines, il y a les glandes exocrines et vous avez étudié en classe de réto. Le système nerveux périphérique est constitué du système nerveux périphérique somatique qui est constitué de nerfs moteurs et de sensitifs qui contrôlent l'activité des muscles squelettiques et système nerveux périphérique autonome ou végétatif ou neurovégétatif qui est formé de nerfs moteurs et de ganglions agissant comme des centres nerveux. On distingue aussi hypothalamus et hypophyse. Hypothalamus, c'est la région du diencéphale située sur le thalamus qui est au-dessus de l'hypophyse et qui joue un rôle fondamental dans le mécanisme. Hypophyse qu'on aura à étudier encore dans les hormones. Et bien, ici, on s'arrête là et on continue avec les autres parties dans une autre vidéo.